Bien, mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics, je vous souhaite la bienvenue. Je salue également les agents communaux qui sont dans la salle et à l'extérieur, donc pour la police municipale. Il est 18h30, je déclare la séance ouverte et je procède à l'appel. Alors avant l'appel, j'ai une petite information. Donc suite à la démission de Mme Maryse Barial, donc on a refait le tableau du conseil et donc c'est avec ce tableau du conseil que je vais faire l'appel. Bien, donc Yves Cazerola présent. Tiens, Cazerola présent. Magnon Crousier présente. Michel Agnel. Maria Meguir. Frédéric Berne, il est là. Émeric Navez, il est là. Mélina Joly est là. Jennifer Chapuis-Fort est là aussi. Jocelyne Moscato est là. Jean-Luc Cagnos est là aussi. Cindy Bonillo a donné procuration à Manon Crousier. Donc Jonathan Minier, il arrive. Sophie Borne a donné procuration à Myriam Meguir. Jean-Luc Antoine a donné procuration à Michel Agnel. Roseline Alpini, elle est là. Jacques Coury, il est là. Vivien Abrieux, il est là. Mohamed Berkane est là aussi. Jean-Pierre Lafont est là. Et Philippe Hermé a donné procuration à Jean-Pierre Lafont. Voilà. Donc nous allons maintenant désigner le secrétaire de séance. Donc je propose Vivien Abrieux. Alors c'est qui que je prends? Vivien, Jean-Luc? J'en ai trop. Bon, c'est Jean-Luc qui a les papiers, donc Jean-Luc Cagnos. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc Jean-Luc sera notre secrétaire. Il s'agit maintenant d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 26 novembre 2024, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Y a-t-il des remarques sur ce PV? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc maintenant, nous allons passer à l'ordre du jour. Donc dossier numéro 1, finances, budget 2025, débat d'orientation budgétaire, rapporteur Manon Crousier. Bonsoir. Le débat d'orientation budgétaire constitue une étape essentielle du cycle budgétaire de notre commune. Il permet d'instaurer une discussion transparente et constructive sur les grandes orientations financières pour l'année à venir en amont du vote du budget primitif. Conformément aux obligations légales, ce débat vise à informer l'ensemble des élus sur l'évolution du cadre économique et financier, tant au niveau national que local. Oui, j'annonce que Jonathan Minier entre en séance. Ainsi que sur la situation budgétaire de notre collectivité. Il est également l'occasion de présenter les priorités politiques et les choix stratégiques qui guideront l'action dans les prochains mois. Il est essentiel de concilier maîtrise des dépenses, maintien d'un niveau d'investissement ambitieux et qualité du service rendu aux habitants. Cette présentation permettra donc d'exposer les perspectives financières pour notre commune, d'échanger sur les axes prioritaires et de poser les bases d'un budget responsable et adapté aux besoins de notre territoire. On va démarrer de manière classique de la situation mondiale jusqu'à celle de l'Audun-l'Ardoise. On va commencer avec les indicateurs économiques au niveau mondial. Donc on peut noter une croissance encore fragile. La croissance du PIB mondial est estimée à 3,3% en 2025 et en 2026, contrairement à 3,2% en 2024. Next. Nous avons les projections de croissance du PIB pour 2024, 2025, 2026. On peut voir que pour la France, ça baisse légèrement de 1,1% en 2024 jusqu'à 0,9% en 2025, 1% en 2026. Pour les projections de croissance par région, on peut voir que le monde, ça ne bouge pas beaucoup, 3,3, 3,3, 2, 3,2 à nouveau. La zone euro augmente légèrement, elle passe de 0,4 en 2023 jusqu'à 1,2 en 2025. Concernant l'évolution des taux d'intérêt,
On peut voir que le taux français à 10 ans a légèrement baissé par rapport à son niveau d'avant la dissolution. Il était à 2,83% le 17 septembre, à comparer au 3,11% le 7 juin. L'inflation poursuit son repli après le pic de 2022, mais elle est déjà revenue au niveau des objectifs fixés par les banques centrales dans près de la moitié des économies avancées et près de 60% des économies des marchés émergents. En ce qui concerne la zone euro, voilà, vous pouvez voir sur le tableau la moyenne, à peu près 2 concernant 2015-2019. Bon, il n'y a pas de gros changements, hein. Au niveau du contexte national en France, certains chiffres présentés après s'appuient sur les équilibres budgétaires proposés par le projet de loi de finances présenté en Conseil des ministres le 10 octobre 2024. Ainsi, les projections peuvent encore évoluer compte tenu des incertitudes politiques. La Banque de France anticipe une croissance à 0,9% du PIB tout en affichant une trajectoire positive à l'horizon 2027. La croissance 2026 et 2027 serait de 1,3% par an. Malgré la croissance, le niveau de la dette rapportée au PIB continue de progresser et pourrait atteindre les 117% de la richesse nationale horizon 2027 contre 112 actuellement. Toujours l'inflation, la tendance est à la baisse, 2,4% en 2024, 1,6% en 2025, projection 1,7% en 2026, mais il y a une légère reprise en 2027 avec 1,9%. Il y a un regain du pouvoir d'achat via les salaires, ce qui devrait contribuer à relancer l'investissement privé et la consommation. Le taux de chômage, par contre, atteindrait son pic en 2025 aux alentours de 8%. Là, vous avez une projection un peu des principaux points de la loi 2025, la loi de finances 2025 qui a été adoptée le 6 février. Hop, on va surtout parler. Voilà, elle a été élaborée. Elle a été élaborée dans un contexte de déficit public élevé et d'une dette croissante. Donc la base d'une inflation à 1,4 et une croissance à 1,9%. Voilà, l'objectif des déficits à 5,4% du PIB en 2025. Voilà. Pour les collectivités, la facture est d'environ 7 milliards d'euros à trouver. Il y a notamment le prélèvement sur plus de 2000 collectivités environ qui représente 1 milliard d'euros, auxquels s'ajoutent d'autres réductions. On peut voir d'autres prélèvements également. On ne va pas plus s'étaler pour arriver jusqu'à nous. Donc, le fonds de réserve est d'Illico. Le dispositif de lissage conjonctionnel instaure un prélèvement de 1 milliard d'euros sur plus de 2000 collectivités environ, donc 500 millions pour le bloc communal et les EPCI, 2,2 millions pour les départements et 280 millions pour les régions. Pour la commune de Laudun-l'Ardoise, c'est un prélèvement estimé à 30 000 euros qui ne devrait pas s'appliquer en 2025. Les données financières 2025, on retrouve le déficit du PIB à 5,4% et la valeur mensuelle du point d'indice de la fonction publique à 4,92 € depuis le 1er juillet 2023, où il y a eu un gel du point, pour le projet de budget 2025 de notre commune. Donc, la commune va élaborer son budget dans un contexte très contraint et incertain avec la loi tardive, sortie tardive de la loi de finances le 6 février. Toutefois, ce budget s'inscrit dans le respect des orientations politiques, avec le maintien de la qualité des services en faveur de tous les publics, l'amélioration du cadre de vie par un programme d'équipement approprié et la maîtrise des dépenses de fonctionnement et l'optimisation de la dépense publique. En 2024, donc, les charges de fonctionnement courant ont augmenté de 3,5% et les recettes de fonctionnement ont augmenté de 2,5%. La capacité de désendettement est à 0,4 année en 2024. Ensuite, le tableau, voilà, donc encadré en rouge, on peut donc voir l'excédent brut courant, donc l'équilibre recettes-dépenses hors intérêt, connaît une baisse progressive à partir de 2020, qui passe donc de 2,2 à 1,7 du fait d'une croissance des charges de fonctionnement supérieure à celle des recettes de fonctionnement. Il faut noter notamment la hausse des coûts de l'énergie, les prestations des crédits bail immobiliers qui ont conduit à une hausse de 25% des charges à caractère général. Et donc Sophie Borne qui entre en séance. Alors, entre 2019 et 2024, les intérêts de la dette diminuent, de même que l'amortissement de la dette. L'épargne nette, la zone en rouge, la zone en rouge a augmenté sous l'effet de la réduction des annuités de dette, puis baisse progressivement depuis 2022. L'épargne de gestion, la zone en vert, solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêt de la dette, a baissé sur la période 2019-2024. Les annuités de la dette sont donc passées de 1,08 en 2018 à 0,4 en 2024, comme je l'ai dit tout à l'heure. Compte tenu de la diminution de l'encours de la dette, la capacité de désendettement de la commune est inférieure à 1 an à partir de 2021.
La masse salariale, le chapitre 012, est une part conséquente du budget, avec un ratio de 54,25%. Il se maintient par rapport à 2023 où il était de 54,42%. Ça doit être analysé avec prudence, bien évidemment, car cela peut varier, notamment par rapport à la gestion en lien avec les risques statutaires en auto-assurance. Cette stabilité est liée au report de certains départs à la retraite sur 2025 et 2026 compte tenu de la réforme de 2023. La police municipale a également vu le recrutement d'un 5e agent et une titularisation d'un agent au service urbanisme. L'évolution du poste charge de personnel net doit être affichée. On commence les chiffres. 4 434 kg en 2022, 4 354 kg en 2023, 4 574 kg en 2024, soit une augmentation de 5% par rapport à 2023, due aux revalorisations gouvernementales liées au pouvoir d'achat et au GVT, le glissement vieillesse-technicité, et l'arrivée de 2 titulaires, police municipale et urbanisme. Concernant l'évolution des effectifs, 2024, 99, 2025, 99. Il y a recours à des vacataires qui a été mis en place en 2025 pour faire face à des besoins très ponctuels qui ne justifient pas le recrutement d'emplois permanents. Concernant le résultat 2024, en ce qui concerne les dépenses, en section de fonctionnement, nous avons 9 254 208,77 €. Les recettes, toujours en section de fonctionnement, 10 255 776,90 €. Un résultat reporté N-1 de 4 326 907,14 €, soit un résultat de clôture de 5 337 475,27 € pour la section de fonctionnement. Concernant la section d'investissement, les dépenses, 2 179 859,70 €, les recettes, 1 923 063,51 €, le résultat reporté N-1, 574 640,82 €, un résultat de clôture de 317 844,63 €. Les restes à réaliser en dépenses d'investissement sont de 1 711 195,45 € et les restes à réaliser en section d'investissement de 411 880 € tout rond. Le résultat reporté en fonctionnement sera donc de 4 356 004,05 € après couverture du besoin de financement de la section d'investissement, 981 471,22 €. Concernant maintenant les orientations sur les charges du personnel. La maîtrise des effectifs a permis de recruter donc un 5e agent de la police municipale courant 2024 et d'ouvrir la voie pour le recrutement dans le premier semestre 2025 d'un 6e agent pour une population qui va quasiment atteindre les 7 000 habitants à la fin du mandat. Ce cadre d'emploi bénéficie également d'une modification réglementaire dans leur régime indemnitaire qui va être mis en application dans le courant de l'année 2025. J'en parlais tout à l'heure, mais la réforme des retraites en 2023 a eu un impact sur les prévisions de départ à la retraite de certains agents qui du coup ont préféré reporter leur départ en 2025-2026. Des conséquences de ce dispositif a reporté à la rentrée 2025 l'expérimentation d'une nouvelle organisation du marché de restauration scolaire pour la cantine de l'Audin-l'Ardoise. Concernant la subvention du CCAS, elle restera à 200 000 € pour répondre à l'augmentation notable des actions à conduire et permettre des interventions sociales liées à la précarité énergétique et à l'aide à la cantine. Le contingent incendie passe de 361 772,11 € à 366 159,90 €, soit 1,1% d'augmentation. En ce qui concerne les recettes qui s'affichent, voilà. Pour l'exercice 2025, cet équilibre budgétaire peut être maintenu sans avoir recours à l'augmentation de la fiscalité locale. Il n'y aura donc pas d'augmentation des taux de fiscalité. Concernant les restes réalisés en 2025, voilà, ils s'affichent. Travaux de voirie Suquet Pratel 2, fin de travaux de voirie rue de Boulogne, amélioration de l'éclairage public, plan local d'urbanisme, études d'équipements scolaires, travaux de récupération des concessions au cimetière, travaux d'isolation dans les bâtiments, travaux paysagers, enrochement, voilà sont les principaux restes. Mais je souffle, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai pas envie qu'on couche ici non plus. Investissement en 2025 concernant les dépenses. Travaux de rénovation énergétique de l'école Lapierre, travaux voirie de la rue Julio-Curie, construction d'Ambrières à l'Ardoise, travaux d'amélioration de l'éclairage public, construction d'un pump track au complexe sportif, travaux d'extension de la vidéoprotection, travaux de pistes cyclables à l'Ardoise, consultation de maîtrise d'œuvre pour travaux de Notre-Dame-la-Neuve, concours d'architectes pour les projets du groupe scolaire, maîtrise d'œuvre pour les travaux de la maison Albert-André et diverses acquisitions foncières. Concernant investissement recettes.
La taxe d'aménagement en lien avec les autorisations d'urbanisme est estimée à 117 300 €. Cette estimation est incertaine depuis la réforme mise en place fin 2022. Le fonds de compensation de la TVA, appelé FCTVA, sera de 105 504,01 € en fonction des travaux réalisés en 2023. Plusieurs dossiers de demande de subvention ont été déposés dans le courant de l'année 2024 pour des travaux qui ont débuté fin 2024 ou débuteront en 2025 et vont permettre un niveau de recettes d'investissement supérieur à celui de l'année dernière. Fonds vert, Bourse Centre-Occitanie, Conseil départemental et Conseil régional, entre autres. Merci. Merci Manon. Donc voilà, nous attaquons bientôt la dernière année de mandat avec un budget qu'on peut qualifier de satisfaisant. Il suffit de regarder ce qu'il était à notre arrivée aux commandes de cette commune et ce qu'il est aujourd'hui. Il sera satisfaisant et nous démontrerons qu'il l'est vraiment à la fin de ce mandat dans un an. C'est le fruit d'un long travail réalisé par les élus de la majorité depuis 2018. Un travail en responsabilité avec des analyses prospectives en anticipant les imprévus dont on sait qu'ils vont arriver sans savoir d'où ils arriveront ni quand ils arriveront. Mais c'est bien ça la gestion d'élus responsables qui doivent anticiper donc et maintenir donc un cap, le meilleur cap pour leur commune, quels que soient les imprévus, d'où qu'ils viennent. J'ai développé notre stratégie pour le débat d'orientation budgétaire l'année dernière. Je ne vais pas le refaire cette année. Nous sommes dans la continuité de ce que nous faisons depuis notre arrivée en 2018. Nous sommes passés par plusieurs phases et nous sommes maintenant dans la phase d'investissement massif. Nous investissons plus massivement depuis un an et nous le ferons encore cette année. Nous avons des projets à court terme, à moyen terme et à long terme pour entretenir nos nombreux équipements, en créer de nouveaux en fonction des besoins identifiés, pour améliorer la vie des habitants, faire en sorte que tout le monde se sente bien là dans l'ardoise, dans une commune où il fait bon vivre, dans un environnement attractif et modernisé, pour affronter sereinement les prochaines années. Notre action sera également axée sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui ont tendance à s'envoler, notamment avec les augmentations mécaniques créées par l'inflation, les effets de la loi de finances du budget de l'État qui a enfin été votée et qui va peser sur nos finances. Il y a d'autres dépenses qui ont beaucoup augmenté depuis un an, les contrats d'assurance, les crédits bail qui ont presque doublé, l'énergie malgré les actions lancées pour atténuer les effets. Et heureusement qu'on a lancé des actions. Concernant les crédits bail, qui étaient perçus comme des opérations blanches par les anciens gestionnaires de notre commune, il est important d'informer le public que si c'était le cas au tout début, ce n'est plus le cas depuis quelques années. Ce sont des baux amphithéotiques indexés sur le taux Euribor qui a fortement progressé et c'est une dette qui n'est pas identifiée comme telle dans le budget, dont les annuités ont doublé. L'opération blanche engagée par le passé est devenue beaucoup plus sombre et lourde pour le budget communal. Nos analyses prospectives montrent que face à ces constats et la projection vers l'avenir, des points de vigilance ont été identifiés à moyen terme et des actions fortes devront être menées si on veut garder une capacité d'investissement convenable pour continuer à développer notre cité chaque année. Notre commune devra résoudre ces problèmes, sachant qu'elle perd plus de ressources quand l'inflation est haute. Ça aussi, je l'ai dit plusieurs fois ces dernières années, et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. Il faut bien connaître tous ces mécanismes pour avoir des actions pertinentes qui permettent de fonctionner et d'investir suffisamment pour atteindre nos objectifs. Nous avons agi jusque-là dans les domaines identifiés et notre action a été efficace. Nous allons évidemment continuer de le faire. J'ai dit que nous investissons massivement depuis l'année dernière parce que nous nous sommes progressivement désendettés et que nous avons une fenêtre favorable tant que nous n'empruntons pas. Dans les prochaines années, il y aura des emprunts parce qu'il y aura des grands projets structurants et nous devrons revenir ensuite progressivement à un niveau d'investissement normalisé en fonction de notre capacité nominale d'investissement, c'est-à-dire en tenant compte à nouveau des remboursements des intérêts et de capital emprunté. Mais plus nous investissons et plus nous avons des restes à réaliser d'année en année. Cette année, ça représente une somme importante, mais ça s'explique parce qu'il y a des investissements pluriannuels engagés sur un seul budget et parce que certains projets ont été lancés en fin d'année. Globalement, il n'y a pas de différence. Ils seront de toute façon réalisés et payés dans les prochains mois. Vous l'avez vu, il n'y aura pas d'augmentation des taux des taxes locales. Nous pouvons aborder les diverses augmentations sans recours à ce paramètre malgré la baisse de l'épargne de gestion et de l'épargne nette. Même si l'État nous aide de moins en moins, notamment avec les contraintes budgétaires sur les collectivités et sur tous les partenaires,
Nous ferons les demandes de subvention pour tous les dossiers qui rentrent dans le cadre des critères à respecter. Mais nous savons déjà que les enveloppes sont, elles aussi, évidemment réduites suite à la loi de finances. D'où encore une fois l'intérêt d'une bonne gestion des finances communales pour affronter cette période sans augmentation des taux des taxes locales. Un autre point à signaler et qui nous rassure, l'augmentation du Garaudagnen s'est engagée à ne plus avoir recours aux attributions de compensation des communes jusqu'à la fin du mandat. Voici en quelques mots le complément que je voulais apporter au rapport d'orientation budgétaire développé par Manon Crozier. Y a-t-il des remarques? Allez-y, Monsieur Lafont. Bonsoir à tous, merci. Excusez-moi si j'ai un peu la voix qui part. Donc, on a fait point la semaine dernière sur l'investissement, enfin sur les finances en commission. Effectivement, quand on voit 1,7 million de restes à réaliser sur le résultat de 2024, et surtout quand on voit les dépenses qui avoisinent quand même les 2,90 millions pour 2025, ça fait quand même une sacrée somme d'argent qui est dehors. Et effectivement, entre les restes à réaliser plus les dépenses qui vont s'engager pour 2025, on se demande ce que ça va être en dépenses en restes à réaliser en 2026. Parce qu'à la vue où ça va, c'est quand même énorme au niveau des restes à réaliser pour une commune comme la nôtre. Moi, ce que j'avais à dire là-dessus, par rapport à ça, c'est-à-dire que, bon, certes, il y a des investissements, mais bon, on voit qu'on est vraiment en fin de mandat, qu'il faut clôturer les gros dossiers, et puis c'est un peu, je dirais, comme le petit écureuil qui met des noisettes de côté, et puis à la fin de l'année, il va les sortir pour pouvoir se nourrir de ce qu'il a mis de côté. Voilà, merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Lafont. L'argent des RAR, ce n'est pas de l'argent mis de côté, c'est de l'argent qui est engagé. C'est-à-dire que si, par exemple, les entreprises travaillaient vite, cet argent il pourrait déjà être dépensé complètement. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent de côté, c'est une histoire simplement que, soit c'est, je l'ai dit dans mon intervention, soit c'est de l'argent qui a été engagé, mais pour des investissements de pluriannuels. Donc, du coup, forcément, il est engagé à la somme totale. Et donc, forcément, il faut alimenter toutes les années derrière. Donc, c'est pour ça que l'engagement est important. Soit c'est parce qu'ils ont été lancés aussi en fin d'année. Quand vous lancez quelque chose, par exemple en novembre ou en décembre, vous avez un reste à réaliser puisque vous l'avez engagé. Donc voilà. Donc, et là, c'est mécanique. Hein. Si vous engagez de l'argent en fin d'année, forcément, ça devient automatiquement du reste à réaliser. Mais on aurait pu attendre janvier, par exemple. Mais je ne vois pas l'intérêt juste pour ne pas avoir des restes à réaliser. Surtout qu'en plus, avoir des restes à réaliser, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ça veut dire qu'on a engagé de l'argent pour faire des travaux. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien de... C'est tout à fait normal, quoi. Oui, je conçois, hein, je connais un petit peu le problème des restes à réaliser par rapport aux engagements et ainsi de suite, mais l'année dernière, on avait les mêmes travaux pratiquement et on retrouve les mêmes résultats pratiquement. Donc à un moment, c'est à se demander ce qui s'est passé dans le cheminement de tout ça. Est-ce que ça a été pris à temps? Est-ce que ça n'a pas été pris à temps? Pourquoi ça a bloqué? Pourquoi ça n'a pas avancé? Et ainsi de suite. Là, derrière, il y a peut-être eu un problème aussi de suivi de dossiers, de suivi de demandes de subventions et autres. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut peut-être se poser les questions pour faire avancer au moins et d'avoir moins de restes à réaliser en fin d'année. Je conçois qu'en fin d'année, on peut faire des travaux et relancer et le reporter pour l'année suivante. Je suis entièrement d'accord. Mais là, quand même, par rapport à des travaux de restes à réaliser, c'est pratiquement similaire à ce qu'il y avait l'année dernière. Non, mais non, pas du tout, monsieur Lafont, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Par exemple, je vous donne un exemple, là, la rue de Boulogne, qui est quand même un gros chantier, elle a été terminée là. Hein. En fait, vous aviez les restes à réaliser de la rue de Boulogne qui sont payés là maintenant. Donc, vous voyez que, et ça dure depuis un moment. Donc, vous voyez que l'engagement, il était long et qu'on l'avait encore en fin d'année. On aurait pu le terminer au mois de décembre. On aurait eu quelque chose de fini. Mais c'est la même chose. Je veux dire, qu'on finisse les travaux après janvier ou avant janvier, je ne vois pas trop. L'essentiel, c'est de lancer des travaux et de les faire. Et là, aujourd'hui, forcément, on a des travaux qui sont lancés soit en pluriannuel, comme je l'ai dit. Et donc, dans ce cas-là, vous engagez la somme totale. Donc, quelquefois, qui peut être très importante. Hein. Justement, ça montre que les travaux sont engagés et que ce sont des travaux importants.
Donc voilà. Et puis bon, les travaux sont faits, on le voit dans le village. Donc il n'y a pas... Enfin, c'est un jeu d'écriture, c'est tout. Hein. Voilà. Vous avez d'autres questions? Très bien, donc nous allons voter que le DOB a été tenu. On ne vote pas qu'on est d'accord pour le DOB, mais on vote que le DOB a été tenu. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Non, M. Lafont s'abstient. Bien, donc nous passons... Ah oui, c'est deux abstentions. Donc nous passions au dossier numéro 2, Finances, bilan des cessions et des acquisitions foncières 2024. Manon Crozier. Donc l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan 2024 des acquisitions et cessions de la commune tel que suit. Au niveau des acquisitions, parcelle BM 506, 1354 m², parcelle BM 530, 2003 m², parcelle 505, 27 m², 6 lieu-dit Suc et Pradel, lotissement Les Terrasses du Château 2 pour une superficie totale de 3384 m², vendu par Foncier Conseil pour un montant de 33 840 € TTC plus 1964 € de frais de notaire, soit un total de 35 814 €. Au niveau des cessions, parcelle de Taillis CC 115, 167 m² et parcelle CC 116, 188 m², 6 lieux-dits Puech-Velin pour une superficie totale de 355 m². Acquéreur, M. Yves-Serge Bianchi Mirasol, pour un montant de 1065 € TTC. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2241-1, considérant que le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune donne lieu à chaque année à une délibération du conseil municipal. Considérant qu'en 2024, le conseil municipal s'est prononcé par délibération numéro 2024-09-18 en date du 24 septembre 2024 sur la modification de la cession Suc et Pradel et l'acquisition des parcelles BM 506, BM 530 et BM 505, 6 lieux-dits Suc et Pradel d'une superficie totale de 3084 m², dont l'acte de vente a été signé le 18 novembre 2024 par la société dénommée Foncier Conseil au profit de la commune de Laudun-l'Ardoise pour un montant de 33 840 € auquel s'ajoute, comme j'ai dit, 1974 € de frais de notaire, soit une dépense totale de 35 814 €. Considérant qu'en 2024, par délibération du conseil municipal en date du 9 juin 2011 portant déclassement d'un ancien chemin rural dans le secteur de Roque-de-Joly, puis par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2016 portant cession de 2 terrains communaux cadastrés section CC 115 et CC 116, lieu-dit Puech-Velin, d'une superficie totale de 355 m², la commune de Laudun-l'Ardoise a signé l'acte de vente le 28 novembre 2024 pour les parcelles CC 115 et CC 116 d'une superficie totale de 355 m² pour un montant de 1065 € au profit de M. Yves Bianchi Mirasol. Considérant qu'en 2024, aucun échange foncier n'est intervenu, il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de prendre acte du bilan des acquisitions et cessions foncières pour l'année 2024, dit que les sommes ont été inscrites au budget de la commune et chargerait monsieur le maire et toute personne habilitée par lui d'accomplir les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Manon. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Nous passons au dossier numéro 3, Fonds de solidarité logement, cotisation, convention 2024. C'est toujours moi. FSL. Alors, vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014, dite ALUR, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, qui a opéré la fusion entre les plans locaux PDAHI et PDALPD et en un plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
Vu la délibération numéro 38 du 29 novembre 2018 du Conseil départemental approuvant le 7e plan départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 2019-2023 et l'arrêté conjoint État-Conseil départemental du Gard en date du 18 décembre 2023 portant approbation de la prorogation pour une durée d'1 an du 7e PDALHPD. Vu la délibération numéro 57 du 4 avril 2019 du Conseil départemental adoptant le règlement intérieur du Fonds de solidarité logement modifié, vu l'avis favorable du comité responsable du PDALHPD à une prorogation du 7e plan PDALHPD, considérant l'importance de l'implication de la commune de Laudun-l'Ardoise dans le financement du Fonds de solidarité logement, considérant que le Fonds de solidarité logement peut être sollicité par les habitants de la commune, le Fonds de solidarité logement, appelé FSL, permet aux habitants en difficulté de bénéficier d'une aide du conseil départemental pour accéder à un logement ou s'y maintenir. Dans le cadre du 7e plan départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 2019-2023, la commune de Laudun-l'Ardoise participe au financement du dispositif prorogé pour 2024 et dont la convention est soumise à l'Assemblée délibérante. Il est proposé au conseil municipal, après en avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, d'autoriser la commune à participer financièrement au dispositif FSL pour l'année, décide d'adopter ladite convention telle que présentée par le conseil départemental du Gard et annexée à la délibération présente, d'approuver la reconduction du montant annuel de 1 887,60 € versé dans le cadre de la participation volontaire au financement du Fonds Solidarité Logement dans le cadre du 7e PDALHPD 2019-2023 et d'autoriser Monsieur le maire à prélever du budget communal les crédits nécessaires au versement annuel de ladite participation par virement sur le compte FSL-CAF sur un appel du fonds du département. Merci Manon. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et donc nous passons au dossier numéro 4, CCAS, avance de subvention 2025 au centre d'action sociale. Donc pour permettre au CCAS d'avoir une trésorerie suffisante pour fonctionner, il est proposé, comme chaque année, d'adopter le versement d'une avance qui s'élève à 100 000 € pour 2025, sachant évidemment que cette subvention, enfin, la subvention annuelle, sera votée lors du budget 2025. Voilà. Y a-t-il des remarques sur ce sujet? Pas de remarques, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et donc nous passons au point numéro 5. Donc subvention exceptionnelle à Mayotte. Donc vu l'urgence de la situation, considérant la violence de l'événement climatique qui a frappé l'île de Mayotte le 14 décembre 2024 et les conséquences dévastatrices pour ce territoire et la population, considérant également que le cyclone Chido a frappé Mayotte avec une rare intensité, les dégâts matériels sont considérables et le bilan humain est dramatique. Donc, considérant que l'Association des départements de France lance un vaste appel aux dons auprès des communes et intercommunalités à l'échelle nationale à destination des partenaires sur place, la protection civile, etc. Donc, considérant également que la commune de Laudun-l'Ardoise souhaite apporter son soutien et sa solidarité dans la mesure des moyens dont elle dispose pour venir en aide à Mayotte et ses habitants. Et considérant également qu'au vu de l'ampleur des dégâts, il est proposé au conseil municipal de soutenir les victimes en accordant une subvention exceptionnelle en fonctionnement de 1 000 € qui sera versée à la Fédération nationale de protection civile afin de contribuer à l'effort de solidarité envers le département de Mayotte. Voilà, donc le but c'est de libérer pour une subvention d'urgence de 1 000 € à la Fédération nationale de protection civile qui se charge de collecter les aides afin d'organiser les moyens d'action et de reconstruction pour le département de Mayotte. Voilà, donc les crédits nécessaires sont décrits à l'article 65-138 ADMG 020 du budget 2025. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc, nous passons au numéro 6. Alors, contrat d'assurance, risque statutaire. Voilà, donc la commune a l'opportunité de pouvoir souscrire un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ces agents par l'intermédiaire du centre de gestion qui peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques. Afin de participer à l'étude de ce potentiel contrat groupe, il est nécessaire de donner mandat au centre de gestion
Toutefois, cette étude n'engage pas la collectivité à souscrire à un quelconque contrat si les conditions ne lui conviennent pas. Voilà, y a-t-il des remarques sur ce sujet? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et c'est encore moi. Point 7. Sécurité, renouvellement de la convention de coordination entre la police nationale et la gendarmerie nationale. Donc en date du 21 avril 2022, une convention de coordination a été conclue articulant les interventions de la police municipale avec celle de la gendarmerie nationale. Cette convention est établie pour une durée de 3 ans et donc elle est arrivée à terme et il y a lieu donc de la renouveler. Voilà, donc elle précise les missions donc de la gendarmerie et de la police municipale en fonction évidemment de la présence de la police municipale et aussi des missions régaliennes de l'un et de l'autre. Y a-t-il des remarques sur ce sujet? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous passons au point numéro 8. Voirie, convention de délégation de maîtrise d'ouvrage au SMEG, travaux d'enfouissement des réseaux secs rue Joliot-Curie. Michel Aniel. Bonsoir à toutes et à toutes. Alors, vu le statut des règlements en vigueur, le syndicat mixte d'électricité du Gard réalise des travaux électriques d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré la maîtrise d'ouvrage. Vu la délibération numéro 2024-09-11 du Conseil municipal du 24 septembre 2024 portant sur le coût des études, autorisant le SMEG à mener toutes les investigations préparatoires nécessaires à l'élaboration des études. Considérant que la mairie de Laudun-l'Ardoise projette en 2025 de réaliser des travaux d'enfouissement de réseaux secs sur la rue Joliot-Curie, située entre la rue Frédéric-Passy au sud et la rue Jean-Mermoz au nord. Actuellement, les réseaux secs ont une technique adhérent aérienne et type torsadé en appui commun avec les réseaux Orange et éclairage public. Considérant que ces travaux s'inscrivent dans le cadre global de mise en sécurité et de rénovation de la rue Joliot-Curie, la communauté d'agglomération procède au préalable à la réfection des réseaux humides enterrés. La commune rénove à la fin de la voirie communale. Considérant que la part des travaux de la mise en discrétion des réseaux basse tension ressort à 110 000 € hors taxe, dont 33 000 € hors taxe est subventionné par le SMEG, 44 000 € hors taxe est subventionné par Enedis, la participation de la commune de Laudun-l'Ardoise est 33 000 €, somme à laquelle s'ajoute une participation aux investissements de 5%, soit 5 500 €, études et frais financiers compris. La participation totale de la commune nette TVA ressort à 38 500 €. Considérant que la part de travaux de la mise en discrétion de réseaux d'éclairage public ressort à 35 000 € hors taxe, dont 7 000 € hors taxe est subventionnée par le SMEG, la participation de la commune de Laudun-l'Ardoise est de 35 000 € hors taxe, somme à laquelle s'ajoute une participation aux investissements de 5%, soit 1 750 €, études et frais financiers compris. La participation totale de la commune ressort à 43 750 € TTC. Considérant que la part de travaux de la mise en discrétion des réseaux de télécommunications ressort à 20 000 € hors taxe, la participation de la commune de Laudun-l'Ardoise est de 20 000 € hors taxe, somme à laquelle s'ajoute une participation aux investissements de 5%, soit 1 000 €. Études et frais financiers compris, la participation totale de la commune ressort à 25 000 € TTC. Le conseil municipal, après en avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, approuve le projet dont le montant total s'élève à 165 000 € hors taxe, soit 198 000 € TTC, dont le périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ainsi que l'état financier estimatif et demande son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir. Solliciter les aides qu'il est possible d'obtenir
auprès des organismes, s'engage à inscrire sa participation telle qu'elle figure dans l'état financier estimatif 6 juin et qui s'élève approximativement à 117 250 € TTC. Autorise Monsieur le maire à viser l'état financier estimatif 6 juin ainsi qu'un éventuel bilan financier prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenu des décisions d'attribution des aides ou des modifications du projet. S'engage à verser la participation de la commune 2 acomptes comme indiqué dans l'état financier estimatif ou au bilan financier prévisionnel. Le premier acompte au moment de la commande des travaux et le second à la solde de la réception des travaux. Prends note qu'à la réception des travaux, le syndicat établira l'état de solde des travaux et calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. Merci Michel. Y a-t-il des questions? Allez-y, Monsieur Lafont. Merci, Monsieur le maire. Juste une question par rapport à ce projet. On en a déjà discuté jeudi dernier. Ça m'a turlupiné la tête quand je suis rentré. Et je me souviens quand c'était au forum, on a voté un périmètre des monuments historiques, si je me souviens bien. C'était monsieur qui l'avait présenté. Et pour avoir eu la même occasion sur la commune où je travaille, nous sommes dans un périmètre de moins de 500 mètres sur la rue Joliot-Curie. Je voulais savoir si vous avez connaissance de l'article R421-21 du Code de l'urbanisme. Et à savoir si un permis d'aménager a été déposé et soumis à l'ABF. Je rappelle juste que le permis d'aménager est généralement requis pour un nouvel aménagement de voirie, surtout à proximité d'un patrimoine historique, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et en règle générale, un PA est obligatoire dès l'opération d'aménagement affectant le sol et qui a sujet à création et à la modification de la voirie, ce qui est le cas à l'heure actuelle dans cette voirie. Donc je voulais savoir si vous avez fait la démarche à ce niveau-là, et idem pour la rue de Boulogne, parce qu'on est dans le périmètre. Donc vous sachant très réglementaire à ce niveau-là, je pense que vous avez dû le faire. D'autres questions? Non. Donc pour la rue de Boulogne, on n'y est pas. Mais par contre, pour l'autre, on a fait la demande. Ouais. Voilà. Vous savez que l'instruction, c'est 4 mois. 3 mois et 1 mois à l'ABF. Mais je ne vous dis pas qu'on l'a fait hier. Hein. Pardon? Je ne vous dis pas qu'on l'a fait hier. Et la rue de Boulogne, vous allez faire comment? Vous allez... La rue de Boulogne, elle n'y est pas dedans. Elle n'est pas dans le périmètre. D'accord. Pas d'autres questions? Merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc la question est adoptée. Et nous passons au dossier numéro 9, intercommunalité. Donc là, c'est modification de la convention mutualisation aux pluviales urbaines. Michel Agnel. Donc l'agglomération du Gard rhodanier relance le marché pour l'entretien de l'exploitation des eaux pluviales urbaines et consulte à nouveau les communes sur leur gestion des ouvrages concernés. La compétence des eaux pluviales urbaines a été transférée à l'agglomération, mais certaines communes, dont l'Audun-l'Ardoise, ont signé une convention de mutualisation des moyens humains. Selon l'article 4 de la convention, les agents municipaux s'assurent l'entretien, le dépannage et les interventions d'urgence sur les réseaux pluviales et les bassins de rétention, avec un remboursement des coûts d'entretien dans les limites de 40 687 € selon la CLECT, sous réserve de fournir des justificatifs nécessaires, facture, coût horaire des agents. Un nouveau marché a été lancé pour l'entretien et l'exploitation des eaux pluviales et la commune de l'Audun-l'Ardoise peut intégrer ce contrat et bénéficier des services de prestation de l'agglomération. Curage préventif de 25% des réseaux et du nettoyage intégral des ouvrages d'engouffrement
et ne plus intervenir. La commune doit donc délibérer afin de modifier la convention de mutualisation signée le 23/9/2022 en supprimant l'alinéa 2 de l'article 4. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous sommes maintenant au dossier numéro 10, développement des énergies renouvelables, désignation de représentants au comité d'implantation d'une petite centrale hydroélectrique et passe à Poisson de Caderousse. Mélina Joly. Bonsoir. Dans le cadre du programme des travaux supplémentaires mentionnés dans la loi d'aménagement du Rhône du 28 février 2022, la CNR prévoit en particulier la réalisation d'une petite centrale hydraulique en rive gauche du barrage de retenue de Caderousse ainsi qu'une passe à poissons associée. Ce projet a déjà fait l'objet de présentations générales lors de comités de suivi de l'exécution de la concession et de réunions spécifiques auprès des principales collectivités riveraines du projet et de différents gestionnaires d'infrastructures. Ce comité est initié et mis en œuvre par le porteur du projet, CNR. Ses membres sont réglementairement à minima constitués d'un représentant de chaque commune d'implantation du projet et de chaque commune limitrophe des communes d'implantation du projet, d'un représentant de chaque EPCI à fiscalité propre dont les communes d'implantation du projet sont membres. Le décret prévoit la possibilité d'élargir la participation à ce comité à d'autres parties intéressées. Ce comité de projet doit réglementairement se réunir avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet qui est prévue au second trimestre 2025. Afin de constituer ce prochain comité de pilotage, il convient de désigner un représentant de notre commune. Vu l'article L 2122-25 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles L 211.9 et L 511-5 du Code de l'énergie, vu le décret 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet, le conseil municipal de la commune, ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré, désigne M. Michel Agnel pour constituer le prochain comité de pilotage du projet de PCH et de passe à poissons. Charge M. le maire d'en informer M. le directeur de la Compagnie nationale du Rhône après transmission de cette délibération au contrôle de légalité. Merci Mélina. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Dossier numéro 10, développement... Non, pardon, c'est le 11. Urbanisme, suppression de taxes d'aménagement majorées, secteur Pousse-Martine. Donc toujours Mélina Joly. Vu l'article L 331-1 du Code de l'urbanisme, vu l'article R 153-18 du Code de l'urbanisme, vu les articles 1635 quater A et suivant du Code général des impôts, vu l'ordonnance numéro 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la Direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, vu le décret numéro 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L 331-14 et -15 du Code de l'urbanisme, vu la délibération du 26 novembre 2015 fixant des exonérations totales et partielles à la taxe d'aménagement, vu la délibération du Conseil municipal du 28 novembre 2016 portant harmonisation et actualisation des taux de la taxe d'aménagement et délimitation des périmètres de PUP, vu la délibération du Conseil du 28 novembre 2016 instituant sur le secteur de Pousse-Martine un taux de 18%, vu la délibération du Conseil municipal numéro 2023-0604 en date du 13 juin 2023 portant modification du taux de droit commun de la taxe d'aménagement à 5% sur le territoire de la commune. Vu la délibération du Conseil municipal numéro 2024-0922 en date du 24 septembre 2024 portant suppression de la zone de PUP secteur Pousse-Martine. Considérant que ces délibérations instituant la TA, fixant le taux de la taxe par secteur et globalement et exonérant de la TA pour leur part leur revenant, les catégories listées du 1er au 7e du dit article produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Considérant que la délibération du 13 juin 2023 modifiant le taux de droit commun de la taxe d'aménagement à 5% sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2024, considérant que par délibération du Conseil municipal en date du 24 septembre 2024, la zone de PUP du secteur Pousse-Martine a été abrogée. Considérant que le taux de la taxe d'aménagement majoré de 18% sur le secteur de Pousse-Martine trouvait sa justification, à l'instar de celle établissement de la zone de PUP, dans la réalisation d'équipements publics prévisionnés au travers d'un programme des équipements publics portant principalement sur la création d'une voie interne structurante de 12 mètres de large et l'aménagement périphérique de nouveaux modes doux
de déplacement ainsi que la création et le renforcement des réseaux publics nécessaires. Considérant que le projet de route structurant en tant qu'équipement public justifiant la TA majorée traverse un secteur concerné par du risque d'inondation par ruissellement, considérant a fortiori que le projet de voirie structurante de desserte nord-sud de 12 mètres de large nécessite de traverser un fossé au niveau de la jonction entre les limites des terrains cadastrés AK 118, 117 et 114, considérant ainsi que la réalisation de cette voie est comprise dans la mesure où le busage ou le comblement des fossés est fortement déconseillé par la doctrine départementale, loi sur l'eau au motif d'un risque de débordement et d'inondation accrue, considérant en effet qu'il a pu être observé lors d'inondations antérieures que celles-ci sont aggravées par l'accumulation au fil des ans des bouchons de végétaux ou de terre ralentissant, empêchant le bon écoulement des eaux pluviales. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, décide la suppression de la taxe d'aménagement majorée à 18% dans le secteur de Pousse-Martine. Rappelle que le taux de droit commun de la taxe d'aménagement fixé à 5% sur le territoire de la commune se substitue au taux majoré supprimé. Précise que ces dispositions sont applicables à compter de l'année suivante de la présente délibération, soit au 1er janvier 2026. Rappelle que sont exonérées totalement les très petites constructions, la création de commerces de détail et de proximité dans la limite de 400 m² de superficie, les constructions à usage de logements locatifs sociaux financés par des prêts PLUS, PLS, LES, LLS, PSLA social sur l'ensemble du territoire de la commune, tel que présenté dans la délibération du 26 novembre 2015. Rappelle que sont exonérées partiellement les constructions financées par un prêt à taux zéro pour la part de la construction excédant les 100 premiers mètres carrés qui bénéficieront d'une exonération de 30%, ainsi que pour les locaux d'activité à usage industriel ou artisanal dans la limite légale de 50%. Dit que la délimitation du secteur au titre des annexes du PLU concerné sera publiée sur le géoportail de l'urbanisme, que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet du Gard et fera l'objet d'une publication sur le site internet de la commune. Merci Mélina, c'était très complet. Donc si vous n'avez pas tout retenu, la délibération sera bien sûr affichée à mairie et vous pourrez en avoir une copie. Bien, y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah oui, pardon, il y a Manon Cousier qui ne participe pas au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous passons au point numéro 13, foncier, création d'un titre actant l'intégration des biens sans maître. C'est le 12? Ah, c'est le 12, je vais trop vite. Donc, foncier, tableau de classement de la voirie communale, Mélina Joly. Considérant que ce classement ne porte que sur les voies dont la commune est effectivement propriétaire et pour laquelle des aménagements ont été réalisés en vue de répondre aux besoins de la circulation publique. Considérant que les décisions de justice ont admis le classement de fait pour les voies appartenant à la commune situées à l'intérieur du périmètre de l'agglomération et ouvertes à la circulation publique et présentant les caractéristiques d'une voie communale. Considérant que lorsque l'ensemble de ces critères sont cumulativement réunis, il convient alors de procéder au classement de la voie en question afin de faire correspondre situation de fait et situation de droit. Considérant que la procédure de classement est la règle de droit pour conférer à une voie le statut de voie communale. Considérant que le classement d'une voie a pour effet d'intégrer une voie au domaine public de la commune et de lui conférer une protection juridique renforcée. Ces voies deviennent inaliénables et imprescriptibles et leur entretien constitue une dépense obligatoire pour la commune, à la différence des chemins ruraux qui relèvent du domaine privé de la commune. Le conseil municipal ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, approuve le tableau de classement des voiries communales tel que annexé, approuve le nouveau linéaire de la voirie communale qui s'établit à 69 213 mètres de voies publiques. La modification du linéaire des voies communales s'établit comme suit. Ancien linéaire, 55 838 mètres. Nouveau linéaire, 69 213 mètres. Précise que le classement prend effet à la date de publication de la délibération du conseil municipal, autorise le maire à signer le tableau des voies communales et dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet et publiée sur le site internet de la commune. Merci. Y a-t-il des commentaires, des remarques? Pas de commentaires, pas de remarques. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Dossier numéro 13. Foncier, création d'un titre actant l'intégration des biens sans maître. Toujours Mélina Joly. Considérant que par délibération en date du 24 septembre 2024, le conseil municipal s'est prononcé favorablement sur l'incorporation des biens immeubles situés
à Laudun, dont les références cadastrales sont les suivantes: BW7, BT56, BE132 et BW29, est présumé sans maître dans le domaine privé communal. Considérant que pour acter de ces incorporations dans le domaine communal, il convient d'établir un acte notarié translatif de propriété. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire et ou son adjoint délégué à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et aux affaires foncières à signer devant notaire tout acte de transfert de propriété pour les biens sans maître mentionnés. Autorise le paiement par la commune des frais notaires afférents pour l'établissement des 10 actes et dit que la présente délibération sera notifiée à monsieur le préfet du Gard et fera l'objet d'une publication sur le site de la commune. Merci Mélina. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Et donc nous sommes au dossier numéro 14, environnement, nouvelle mise à disposition des stations de remplissage collective. Rapporteur Frédéric Berne. Bonsoir. Bonsoir. La commune souhaite réglementer l'utilisation des stations de remplissage collectives pour les pulvérisateurs agricoles. La commune compte 5 stations, le Forum, Codolé, la Croix-de-Frégère, Colombelle et le Boulas. Ce dispositif a été déployé à compter de 2026 et y profitait à 80 usagers agricoles identifiés. Aujourd'hui, le recensement de l'exploitation montre un chiffre en baisse. Il convient alors d'attribuer un nouvel accès à ce dispositif aux agriculteurs contemporains actifs. Les agriculteurs devront justifier de terres cultivées et payer une taxe foncière sur le nom bâti de la commune. Cette nouvelle attribution sera l'occasion de rappeler le bon usage de ces stations de remplissage d'un point de vue de la consommation de l'eau et de l'usage du site vis-à-vis de la protection de l'environnement. Annexe charte de bonne conduite. Le coût de l'eau n'est pas répercuté sur les usagers. Seul accès au dispositif sera pris en charge par ces derniers. Le conseil municipal ayant entendu exposer et après avoir délibéré à l'unanimité, approuve la nouvelle mise à disposition des stations de remplissage, fixe à 60 € le coût global de la fourniture du dispositif d'accès aux bornes par la cession d'une clé. Autorise monsieur le maire à signer ainsi que tous les documents y relatifs. Merci. Merci Frédéric. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Lafont, allez-y. Merci monsieur le maire. Juste une question, c'est vrai que ça ne m'est pas venu à l'idée quand on s'était vu. Avons-nous une idée de la quantité de consommation d'eau par an, par borne et sur l'ensemble des bornes? Ce serait quand même bien d'en connaître un petit peu les mètres cubes qui sont puisés là-dessus, quoi. Non, on n'a pas l'idée. Là, non, là, pas. Là. Enfin, moi, tu l'as, Michel? Moi, je ne l'ai pas. Tu l'as, toi? On les a quand même, ouais. Mais pas ici, en conseil municipal. Voilà, vous le redemandez, on vous les a redonnés. Hein. Oui, chaque fois que la SOR intervient, nous envoie les factures, on fait des relevés pour savoir exactement qu'est-ce qui a été consommé, telle ou telle borne. Voilà. Donc on est au courant, on le sait. Si la question c'est là aujourd'hui, non, on ne les a pas là. Mais par contre, on peut bien sûr les donner sans problème. Et d'ailleurs, justement, c'est pour les suivre et que l'eau ne soit pas gaspillée. C'est justement dans une gestion responsable de l'eau que justement on met en place ce dispositif. D'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Et donc, je crois qu'on était au dernier point. Donc, je vais maintenant vous faire lecture des décisions du maire signées depuis le dernier conseil municipal. Donc, la première, c'est un accord cadre pour prestation d'entretien et nettoyage des locaux municipaux et fourniture des produits d'entretien avec le groupe Aber Propreté à compter du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il s'agit de prestations d'entretien récurrentes avec une tranche ferme de 61 358 € TTC et de prestations d'entretien ponctuelles, tranche optionnelle, donc à bonne commande pour un maximum annuel de 120 000 €.
La deuxième, marché 2408, lot 2, menuiserie extérieure pour travaux de rénovation énergétique de l'école Lapierre avec la société Pascal Menuiserie pour un montant de 286 458 euros. Vous voyez là, ça c'est un reste à réaliser, monsieur Lafont. 268 000 euros 458 en fin d'année. Vous voyez, donc là, si on l'avait lancé en janvier, ben, on n'avait pas ce chiffre-là. Mais bon, il n'y a pas d'intérêt à ne pas faire des restes à réaliser. Oui, donc du coup, c'est pour l'école Lapierre. La 3, c'est le marché 2408. Lot 3, isolation intérieure pour travaux de rénovation énergétique de l'école Lapierre, encore. Donc pour 34 907 euros. La quatrième, contrat d'assurance de la flotte automobile avec la société SAS Assurance Pilio à compter du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 25 562,62 euros. La cinquième, abonnement au document unique et à l'action de prévention avec la société SEPR pour l'année 2025 pour le document unique, donc 5 869 euros. Pour l'action de prévention, 7 071 euros. La sixième, marché 2408, lot 4, isolation thermique extérieure pour le travaux de rénovation énergétique de l'école Lapierre. Ça a été fait après le mois de décembre, donc c'est cette année. Donc pour une somme de 368 762 euros. La septième, donc renouvellement, convention, carte achat avec la caisse d'épargne et de province du Languedoc-Roussillon pour une durée de 3 ans pour un forfait carte de 35 euros par mois et commission par transaction de 0,7% du montant d'opération, les frais d'opposition 14 euros, refabrication d'une carte 9,50 euros, réédition du code confidentiel 7 euros, suppression de la carte 15 euros. Ça c'est complet. La huitième, contrat de service d'hébergement progiciel civil net finance Cyril, groupe à compter du 16 mars 2025 pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 4 ans d'un montant de 5 628 euros hors taxe. La neuvième, demande de subvention DETR pour l'aménagement de la rue Joliot-Curie dont le coût total est de 297 864 euros. Il est proposé donc de le solliciter les crédits de l'État selon le plan prévisionnel de financement suivant, donc DETR à 30%, département 35%, commune 35%. La numéro 10, renouvellement de l'adhésion à la convention Clara pour la prise en charge et la gestion de colonies de chats libres pour l'année 2025, suivant les tarifs, donc castration, identification 100 euros, ovariectomie, identification 140 euros, ovario-hystérectomie, identification 160 euros, euthanasie sanitaire 70 euros. La 11e, demande de subvention au titre des amendes de police pour la création d'un cheminement piétonnier pour le quartier Canet-Cordier, donc au coût prévisionnel hors taxe des études et des travaux de 32 841 euros. La 12e, demande de subvention au titre des amendes de police pour l'aménagement de la voirie au droit du PN 36. Le coût prévisionnel, donc études et travaux hors taxe, 23 472 euros. La 13, marché 2408B, lot 5, ventilation pour travaux de rénovation énergétique de l'école Lapierre avec la société thermique du Midi pour un montant de 7 142 euros. La 14e, donc lot 1, maçonnerie pour les travaux de rénovation énergétique de l'école Lapierre avec la SRL établissement Salvador pour un montant de 39 944 euros. Ensuite, on a la 15e, règlement d'honoraires au cabinet Gilles Fourier, Cross, d'un montant de 816 euros pour le recours contre PPRI. Celle-ci a été annulée. Lot 1, donc c'est la 16e, lot 1, terrassement du terrain et mise en forme de l'enrobé pour les travaux d'aménagement d'une aire sportive avec la société Robert, travaux publics pour un montant de 24 922 euros. La 17e, lot de requalification de l'aire sportive pour les travaux d'aménagement d'une aire sportive avec la société Compan pour un montant de 96 729 euros. Et la 18, règlement d'honoraires au cabinet Gilles Fourier et Cros d'un montant de 816 euros pour le recours au PPRI. Celle-là n'est pas annulée. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence. Il est 19h34. Voilà, je clôture ce conseil municipal et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.